caméra, micro, écran, auditeur de ces salles catch. Bonjour NXT TakeOver Wargames numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me rends compte qu'après toutes ces années, je suis le catch, je suis quand même un vieux tonton aigri. Hein, voilà, parce que j'ai... Vous m'en voudrez peut-être, hein, vous allez peut-être me jeter des sauts de sel à la tronche, mais Stury est peut-être un peu trop old school pour le modernisme NXT. Je dis ça alors que j'ai adoré plein de choses, tu vois, dans le circuit indépendant, mais j'aime bien, tu vois, que les choses un peu épiques qui sortent du commun soient propres au circuit indépendant et que tu vois que WWE reste dans sa tradition. Et en fait, NXT, c'est un gros mindfuck. Je suis vraiment en train de me penser que c'est un gros délire. Faire plaisir, se faire mousser pour nous. Et est-ce que je suis vraiment, tu vois, le public cible d'NXT? C'est la grosse réflexion que j'ai, notamment après la carte. Et c'est vraiment la construction de la carte, en fait, qui me dérange énormément sur NXT TakeOver Wargames numéro 2. C'est que les 4 affiches annoncées sont 4 potentiels main event. Voilà. Il n'y a pas de moment où tu peux relâcher un peu, où tu peux sortir. Les 4 matchs sont 4 potentiels main event. Et sur allez, 3 sur les 4 ce soir, on a eu 3 matchs. Imagine, tu es dans TEW. Pour 3 matchs, Triple H, il a coché la petite case épique. Il a voulu que ça soit gigantesque. Et ouais, c'est. Tu vois, tu t'as pas un segment avec James Ellsworth ou un 3 contre 3 féminin, tu vois, pour te détendre, tu vois, un moment pour te dire, ouf, on souffle, hein, bon, ça c'est pas grave, hein, ça va durer 5-6 minutes. Non! C'est-à-dire que même la connerie qu'ils ont fait avec Matt Riddle, Chris Hero, j'aurais préféré qu'elle ait lieu au milieu du show, tu vois, pour souffler un peu. Parce que l'enchaînement des 3 derniers matchs, c'est lourd, hein, c'est très très lourd pour une carte qui dure moins de 3 heures où t'as seulement 5 combats. C'est très très lourd à digérer. Mais attention, voilà, c'est mon point de vue, et encore une fois, je le répète, il est très personnel. J'ai regardé, j'ai jeté un oeil quand même à vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous avez passé une soirée magnifique. NXT TakeOver Wargames, il n'y a que des catcheurs méga talentueux. Il y a du très très bon. Il y a des capacités athlétiques qui me surprennent, qui m'étonnent énormément. Et tant mieux, parce que c'est. À un moment, c'est ça, WWE, avec ce produit NXT, ils veulent cibler, tu vois, ces fans de catch peut-être un peu aigris du produit actuel WWE qui est plus aussi, voilà. Athlétiquement au point que ce que certains espéraient, et j'en fais partie d'ailleurs. Mais je me dis toujours, NXT, c'est là où je vais peut-être me prendre la déferlante du siècle. NXT, je me dis toujours, putain, est-ce que ça compte vraiment ou est-ce que c'est pour du beurre? Est-ce que la finalité d'NXT, est-ce que c'est pas de mettre ces catcheurs-là et d'en faire des stars dans le roster principal? C'est-à-dire tout ce qu'ils accomplissent à NXT, est-ce que finalement ça compte pas pour du beurre? Et c'est ça en fait qui m'inquiète le plus, tu vois. Les matchs d'NXT arriveraient ailleurs que dans le cercle WWE, on serait tous là, on ferait ouais. Enfin, moi, je serais là le premier à dire putain, qu'est-ce que c'est que ce truc là qui va en concurrence de WWE, qui casse des codes, etc. Là, vu que c'est en interne et que je sais que ce show sera pas promu de manière à sortir au-delà du WWE Network, c'est-à-dire NXT, ça sera jamais diffusé en France, commenté par Philippe Giraud, Christophe Ajus. Ça, c'est réservé, tu vois, au roster principal. À moins que les choses changent, j'en sais rien, ils veulent partir là-dessus. Mais c'est incroyable. C'est sujet de philo, 4 heures, 5 heures, une thèse, vous écrivez un mémoire. Mais c'est le genre de choses qui m'angoissent désormais quand je regarde un show NXT. Jusqu'où iront-ils? Et est-ce qu'ils se raisonnent un moment? Est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'on peut ralentir, tu vois, mettre un petit pied en arrière et la dimension trop épique aussi qui me gêne. Bon, match par match, on va y aller. Match par match, les copains. Avec déjà le premier match impromptu, totalement. Hein, Matt Riddle, qui était censé affronter Cassius Ohno en enregistrement lors de ce NXT TakeOver, qui serait diffusé le mercredi qui suivait. Mais apparemment, non. Match impromptu, Matt Riddle est venu, il a ouvert le show. Merci, belle dédicace, un petit soutien à la France avec le gilet jaune, hein, certains apprécieront. Matt Riddle qui est venu et qui a cassé la gueule de Cassius Ohno en 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Hop, Matt Riddle arrive, il casse des têtes, il repart. Alors c'est pas... Si vous connaissez Matt Riddle dans le circuit indépendant, c'est pas la première fois qu'il se passe, la première fois qu'il fait ce genre d'exercice. Il avait battu notamment Trent Seven en 6 secondes à la Progress Wrestling, qui avait valu un truc totalement incroyable. Mais c'était très bien justifié parce que la promo arrogante de Trent Seven qui disait moi je suis NXT et je suis collègue avec Brock Lesnar que tu rêves d'affronter, poum clac, je vais te casser la gueule et puis hop, il perd en 6 secondes, là c'était bien, puis t'avais tous les gens qui chantaient Trent Six, c'était super. Ils ont fait la même au Gold Karat avec, je sais plus avec qui, pareil, il a une victoire comme ça en 5-6 secondes, Matt Riddle, donc il a ce petit effet là, tu vois,
C'est des notions, c'est des restes du circuit indépendant. Triple H a dû tomber sur la cassette à un moment, il s'est dit putain on va faire ça. Allez, on va faire ça, on va faire une victoire un peu choquante avec Matt Riddle, il campe bien le truc, le mec il arrive, tu te dis putain qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui a l'air pas du tout en phase avec ce qu'il fait. Boum, clac, il casse une bonne tête. Et c'est bon, Cassius Ohno qui perd en 5 secondes. Je sais, par exemple, Ludivine me disait tout à l'heure, putain, ils sont en train d'enterrer Cassius Ohno, mais je dis quoi? Ils en font rien de Cassius Ohno finalement. Le mec il est là un peu pour superviser tout le monde. Il est là pour donner des bons matchs, pour être une bonne porte d'entrée. C'est pas gênant que Cassius Ohno perde ce match. Et pour moi, ça lui enlève rien à tout ce qu'il a accompli à sa carrière. Cassius Ohno, il y a pas. C'est un intouchable aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Matt Riddle, si on peut en faire une star, si on peut faire quelque chose de lui, ok, c'est un plan. Maintenant, le faire comme ça en opener, ça me dérange. Il aurait été placé un peu plus tard dans la carte pour faire souffler, tu vois, reposer un peu les grosses émotions. Là, j'aurais vraiment apprécié. Out of Three Falls match, Shayna Baszler défend contre Kairi Sane. Là où on s'attendait à voir Jasmine Duke et Marina Shafir aux abords du ring, elles sont arrivées. Assez vite dans le match en fait, elles n'ont pas accompagné Shayna Baszler, elles sont arrivées au moment où Kairi Sane avait un peu l'avantage et leur intervention a permis à Shayna Baszler de porter sa prise de soumission, de remporter la première chute. Voilà, c'est un peu rushé mais c'était bien, c'était important pour mettre beaucoup de hits sur Shayna Baszler. Et là on va parler de Kairi Sane après qui a un retour fantastique, qui est une babyface avec un feu de dieu. Je suis obligé d'être investi derrière Kairi Sane lorsqu'elle est dans le ring. Je retrouve un peu ce que j'attendais, tu vois, d'une catcheuse comme Bayley quand elle était à NXT, qu'elle a débarqué dans le roster principal, tu vois, avoir ce feu, avoir ce côté babyface hyper fort. J'ai un peu ce même effet que Kairi Sane, elle est entre, tu vois, entre Bayley sur le côté un peu kawaii, gentil, etc. Mais sur babyface, tu vois, naturel fort, elle me fait beaucoup penser à Kushida chez NJPW. Notamment le moment où elle monte comme ça sur les cordes, qu'elle s'élance, qu'elle fait un awak elbow, elle est, voilà, j'ai juste envie de tirer pour elle, c'est une super bonne babyface. Même sur tout le reste du match, avec les interventions, encore une fois, de Marina Shafir, de Yasmine Duke, la revanche, tu vois, la petite vengeance d'Akota Kai, petit requin d'orgueil, même s'il n'a pas servi à grand chose, il a surtout servi à générer une bonne pop pour Yoshirai qui vient nous faire un moonsault en jean, tranquille, la meuf, un jean moonsault de ta vie, etc. Allez hop, on est parti. Ça c'est bon, tu vois, ça c'est bien parce que j'avais peur que cette relève de babyface soit pas là si Shayna Baszler gagnait le match. Et apparemment elle arrive et Yoshirai va être dans les clous beaucoup plus vite que ce que j'attendais. Donc quelque part tant mieux. Bien, bien, très bien, très bien. Tu vois, un bon 4 étoiles des familles. C'est la 5e rencontre entre les deux filles, 5 histoires totalement différentes. Bravo mesdames, chapeau. Ah oui, petite anecdote rigolote, j'avais regardé le Facebook Live de Triple H après le show. Et Triple H qui avait bien notifié, tu vois que Kairi Sane elle avait l'épaule décollée sur le tombé final. Il était là à dire oui le catch c'est pas comme tous les sports, tu vois, on n'a pas le ralenti vidéo, tu vois, pour pouvoir juger. Le mec il va nous ramener la VAR à NXT, tu vois, on n'est pas prêt. Sacré Triple H, hein, vraiment. Hein, on va reparler de Triple H justement. Bon, là je lâche tout, hein. Johnny Gargano, Aleister Black. Voilà, c'est le genre de programme, en effet, c'est un peu select, un peu pointu, parfait pour le produit NXT, avec beaucoup de psychologie, tu vois, en trame de fond, sur le personnage de Johnny Gargano qui tourne vers le côté obscur de la force, le gros fan de comics, il faisait un petit tribute en plus au Punisher, hein, au niveau de sa tenue. C'est bien, tu vois, c'est cool. Petite pensée pour Stanley au passage, mais qui, voilà, ça va de soi. Et Aleister Black, voilà, méga badass. Le mec, il arrive, une veste avec des cornes dessus. Enfin, voilà, il change un petit peu le truc. Le petit motif Samael sur le slip. Voilà, là, on a. Les bases sont posées. Tu vois, ce match-là, il peut main eventer n'importe quel NXT Takeover depuis le lancement des NXT Takeover. Gros build-up, gros match, gros climax, grosse ambiance. Aleister Black est une star. Aleister Black va être une grosse star. Pour la petite anecdote, vu qu'il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent sur la chaîne, il faut savoir qu'Aleister Black, je l'ai connu personnellement avant qu'il rentre dans le circuit WWE, avant qu'il soit signé par NXT lorsqu'il était un catcheur indépendant. Et c'est un véritable student of the game, comme on dit aux États-Unis, tu vois. C'est un vrai étudiant du catch. Il adore ça, tu vois, il est passionné. Je me souviens même que certains catcheurs pouvaient par moments le vanner parce que le mec semblait trop à fond dedans. Tu vois, parce que bon, le catch européen, à un moment, n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aleister Black, dans cette configuration-là, enfin, lorsqu'il était Tommy End, a toujours cru en lui. Il a toujours voulu se donner les moyens d'aller le plus loin possible. Et même s'il y a quelques années, WWE, il était hors de question de signer un catcheur européen, de la dégaine en plus de Tommy End, c'était inconcevable hein, de se dire qu'un petit lutteur un petit lutteur hollandais allait intéresser un jour WWE. Avec l'expansion,
Finalement, il a fait raveler leur caquet à tous ceux qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Il a continué son taf. Il est très très respectueux de ce business. Il a fait un speech, enfin une lettre, un écrit totalement incroyable après l'annonce de la leucémie de Roman Reigns. Le mec est vachement humble, il est fantastique et je pense que Triple H doit kiffer coacher un catcheur comme Tommy End. Et tu sens qu'il apprend en plus énormément de ce qu'il a à NXT, tu vois, de tout ce qu'on lui apporte au Performance Center. Il apprend énormément de choses et ça se ressent, tu vois, dans le ring. Alors attention, hein, il faut être deux pour faire un bon match. Johnny Gargano, voilà, c'était un Nemesis parfait. Il y a très longtemps de ça sur la chaîne CSL4, je vous disais, entre Ciampa et Gargano qui tournera heel, et j'étais l'un des seuls à être convaincu que Gargano serait un meilleur heel que Ciampa. Je suis content qu'on envoie un peu les prémices aujourd'hui, parce que oui, Ciampa, j'en parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il devient un heel un peu lâche, et ça m'embête un peu, vu de la gueule et de la tronche badass du mec. Et par contre, dans le côté psychologique, vraiment le heal psycho à fond la caisse, Gargano pour l'instant est excellent quoi. Et c'est une défaite qui va le faire ressortir plus grand, je pense, qui va faire évoluer encore un peu plus son personnage. Par contre, la victoire, la manière dont le match a été construit pour Aleister Black, bah, le mec il en sort, c'est un monstre, c'est un tueur. Enfin, le Black Mass, hop, le mec qui tombe pas, il lui reste comme ça sur la poitrine, il continue, tu vois, de le regarder comme un bonhomme, boum, claque derrière, deuxième kick. J'ai l'impression d'avoir vu le premier Slugfest chez WWE. Pas le Slugfest où on va se mettre des bangs les uns après les autres, mais tu vois vraiment le rapport un peu. C'est un peu con, tu vois, c'est un peu un rapport de virilité, tu vois, avec la figure d'Aleister Black, mais putain, ouais, ça dégage la testostérone à fond la caisse, hein. Ça fait. Ouais, non, t'as envie de te dire, putain, c'est un guerrier. Le mec, il va être imprenable, quoi. Et il ressort très fort. Et c'est bien d'avoir un catcheur qui ressort aussi fort par un match de catch, par un gimmick aussi qui est puissant, faut dire ce qui est. Et il va pas ressortir fort parce que c'est une décision de business, tu vois. Le mec a fait un travail de dingue. Tout l'univers qu'il a derrière lui, un peu satanique, etc., c'est quelque chose qu'il a développé des années auparavant. C'est pas WWE qui lui a dit, toi, tiens, gimmick, tu vas faire ça. Non, il y a des convictions derrière, il y a tout. Et quand tu vois un mec aussi investi derrière son truc, ça peut marcher que de feu de Dieu. C'est un match fantastique, j'ai adoré ce combat. Sur un rapport, tu vois, d'évaluation, vu que c'était il y a un an, pile poil, NXT TakeOver Wargames où Black affrontait Velvet in Dream, j'avais déjà trouvé ça fascinant. J'ai préféré même Gargano à Aleister Black. Et franchement, gros coup d'os à Johnny Gargano qui est dans tellement de matchs potentiels de l'année cette année à NXT, ça va loin. Ça va très très loin. Allez, c'est là où on va pas être d'accord. Je m'en doute, hein. Bon, c'est là où c'est compliqué. C'est là où je te dis, si j'avais vu Gargano contre Black après ce match-là, j'aurais peut-être pas eu le même raisonnement. L'importance, tu vois, de construire une carte, de faire le catch, c'est un casting, tu vois, tu dois faire évoluer un peu tes émotions. Bon, après, il y a quelques points sur lesquels, voilà, je suis pas véritablement bien. Notamment le Velvet in Dream. Pourquoi à nouveau un tribut à Hogan qui, là, cette fois-ci, je trouve, ne fait aucun putain de sens. J'avais adoré la première fois qu'il l'avait fait face à Ricochet parce que Ricochet idolâtre The Rock, il s'en est jamais caché. Et ils avaient cette envie, tu vois, de faire un petit clin d'œil, tu vois, de faire un petit peu les étudiants et de se dire Ricochet contre Velvet in Dream, on va faire The Rock contre Hogan à WrestleMania 18, on va jouer, on va surfer sur le truc. Ils ont fait les mimiques, ils ont tout fait, tu vois, ils ont fait plein de choses comme ça. Ok, ok. On est à Los Angeles pour faire venir, tu vois, le Velvet in Dream cosplayé en Hollywood Hogan. Je veux bien, je veux bien. Par contre, ce que j'avais bien aimé la première fois, c'était que quand il avait fait Hogan la première fois, il avait pas repris le moveset d'Hogan, par exemple. Là, il a repris le moveset. C'est au moment, tu vois, où Hogan, il est revenu en Arabie Saoudite, certes, mais t'as l'impression qu'il est à nouveau blacklisté par WWE, qui veut plus communiquer dessus, encore une fois. Enfin, c'est un drôle de délire. Là, il le refait. Bon, ok, clin d'œil. Je veux bien l'admettre, mais dans mon idée, ça faisait aucun sens, quoi. Ou alors Thomas Ciampa vient en Sting, j'en sais rien. Là, je me dis, ok, bon, bah finalement, est-ce qu'on va le prendre au sérieux? C'est un fan. Voilà, c'est. Et je vais être d'accord pour la première fois de ma vie, je pense, avec Tristan Archer qui avait poussé un coup de gueule là-dessus, en disant que c'était super con quand même de faire 60 000 false finish dans un match, parce qu'il y a plein de faux finish. Il y en a tellement, il y a des near fall à gogo, la fin de match, on n'en peut plus, quoi. Tout le monde a niqué le finish de l'un et de l'autre. Ça va beaucoup trop loin. Alors que t'as encore un match qui doit passer derrière, qui a aussi, enfin, qui est lui qui a tout le build-up pour avoir cette dimension épique. Gargano et Aleister Black ont un build-up qui peut rendre la dimension épique.
le Wargames également. Mais alors ça, Velvet in Dream contre Tommaso Ciampa, à un moment, c'est Dream qui a un face turn organique, a une bonne promo contre Ciampa, à la rigueur, qui a un match plutôt décent contre Lars Sullivan. Oui, après, il va avoir une petite pop naturelle, tu vois, des 500 personnes au Full Sail University. Mais derrière, il n'y a aucune construction, il n'y a rien. Le match, il nous arrive un petit peu là comme ça parce que Gargano est occupé, Black est occupé, il y a tous ces mecs dans le main event. Et à un moment, ils se sont dit, bon, bah, qui on va mettre face à Ciampa? On a Dream, on a EC3. EC3, bon, on est moyen convaincu. Kisly, c'est peut-être tôt. Matt Riddle, il vient d'arriver. Donc, bah, on va mettre Dream. Parce que peut-être les gens veulent voir Dream. Bah, on va mettre Dream. Alors, je sais, il est cool. Hein, voilà, c'est peut-être c'est le seul catcheur qui peut te faire douter de ta sexualité aujourd'hui. Donc, à un moment, il y a quelque chose de pas banal avec Velvet in Dream. Mais j'ai pas envie de voir un match avec une dimension ultra épique si derrière il n'y a pas un build-up qui t'amène à y penser, tu vois, voilà, ça aurait dû se terminer beaucoup plus vite. Ils auraient dû un peu mieux protéger les finishes parce que là tout laisse à penser que Velvet in Dream, qui a tout fait, qui a tout casé, qui a fait tout, ses descentes du coude, ses machins, il a tout sorti. Tous les moves avec lesquels il a remporté des matchs à NXT, il a tout sorti. Ciampa s'est dégagé de tout. Pour moi, Dream, après ce match, il en ressort pas grandi, il en ressort momentum zéro, tu vois, une grosse défaite dans ta face, qui veut peut-être seulement dire une chose, c'est que Dream, roster principal derrière, on peut plus rien raconter à NXT. Bah, pour moi, il est un peu maladroit sur ce point de vue-là. C'est un bon match, mais build-up pas cohérent. Ah, du sel, ah, ils me mettent, ah, et on m'attaque. Le Wargames, ah, il est là, il est beau, il est chaud, avec des saltos, des sauts dans tous les sens. Et puis du drama, forcément, parce que tout le match est construit pour avoir un très très beau et long drama. Voilà, à un moment, c'est beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent, et on est d'accord, hein, on a 8 catcheurs impliqués qui sont d'excellents catcheurs. Jusque à l'arrivée de Pete Dunne à la fin qui se retrouve coincé, je pensais vraiment qu'ils allaient le protéger par rapport à sa blessure haute, mais finalement, parce qu'il va dans le ring, on se rend compte que ça va, tu vois, bon il est bien strappé tout ça, mais il a été protégé quand même en rentrant le dernier, tu vois, Ricochet et Adam Cole ont dû quand même donner beaucoup plus de leur personne sur l'intégralité du match. Hanson est ressorti très, très fort, très over, ça m'a beaucoup fait penser à Big Damo, Killian Dane, l'année dernière dans le Wargames, qui était ressorti aussi très fort, avec un genre de prestations similaires. Quand on voit ce que Killian Dane est dans le roster principal aujourd'hui, ça fait un peu flipper. Bon, tu sens aussi la grosse patte Triple H, Shawn Michaels qui se sont dit allez, on va faire comme ça. Hein, Michaels était en charge de produire le ladder match qu'il y a eu à Nouvelle-Orléans, à NXT, voilà, qui est ressorti, plein de spots, plein de trucs, etc., construit de manière à monter, voilà. Et tu retrouves la patte de Michael dans ce match, dans le genre, on va vraiment raconter 20 histoires dans un match. Plein de choses différentes, c'est gros mindfuck, tu vois, les deux clans, les deux guerres, tout ça, quand ils se séparent, quand ils isolent Pete Dunne, enfin, c'est beaucoup de choses. C'est un match, en fait, qui aurait dû se raconter. Tu peux pas faire un film de ce match. C'est comme si demain je te disais La Casa des Papel, c'est un film et c'est pas une série. Tu dis, bah non, c'est une série, tu vois. C'est Game of Thrones si tu dis, bah ça va être un film de 2h30. Et on va apprendre la même chose que sur les 7 saisons. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses racontées. Et c'est là où tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une limite dans ce format WWE NXT? Savoir que des pay-per-view qui sont aussi éloignés les uns des autres et une durée pour faire construire les choses un peu compliquées, hein, très différentes en tout cas du produit traditionnel. Et j'aurais préféré en fait avoir des deux manches une belle. Et pourtant ils savent le faire à NXT avec les tapings. Souviens-toi, Tyler Bate et Trent Seven lorsqu'ils vont affronter une Undisputed Era, Roderick Strong et Kyle O'Reilly, il y a 3 matchs, tu vois, il y a 3 matchs entre les deux équipes. Wow, le trop plein d'informations, et c'est comme l'an passé en fait, j'étais pas ressorti très convaincu à la fin du Wargames. J'en ressors en me disant, ok, bon ben écoute, ça a été un grand spectacle, rien à dire là-dessus, grand spectacle, divertissant, mais ouais, pour moi il amène nulle part quoi. J'ai pas l'impression que quelqu'un ressort plus over du show. Peut-être Big Demo, pas Big Demo, peut-être Hanson Hero peut-être sera un peu plus over parce que les 6 catcheurs avec qui ils ont gravité ont peut-être un peu plus de star power que eux deux. Donc eux, je pense, vont sortir un peu plus fort. Mais j'ai pas l'impression que les gens sortent plus over, tu vois, une fois rentré, une fois sorti. Et la force des wargames de la vieille époque, tu vois, des années 90, c'est que t'avais des mecs qui ressortaient vachement over, tu vois, dans wargames. Là, j'ai moins le sentiment, un peu moins. Alors Ricochet nous a fait un double moonsault, hein, du haut de la cage.
Ça fait depuis le temps qu'il devait se dire, ah, putain, quand est-ce que je vais pouvoir ressortir un double moonsault. Enfin, je sais même pas parce que j'avais déjà lu sur une shoot interview, enfin il avait déjà raconté dans une interview Ricochet qu'il aimait pas pratiquer le double moonsault parce que bah, même lui flippait un peu, tu vois, il l'a fait à l'époque quand il était un peu un jeune fougueux dans le circuit indépendant, il l'utilisait en finisher, hein, attention, de la troisième corde, double moonsault avec le mec au sol, il y a la vitesse de la rotation est très, très impressionnante. Il avait sorti ce move, il avait mis totalement de côté, notamment lorsqu'il était passé par Chikara et par d'autres promotions indie où il s'était un petit peu perdu, et arrivé chez Dragon Gate, tout de suite on lui a dit, fais-moi ton... Shima il a dû arriver, il a dit, je t'ai vu la vidéo, tu vas faire ça tout le temps. Et bon, il l'a pas fait tout le temps, il l'a pas toujours utilisé en finisher, mais à chaque fois qu'il le faisait, c'était un moment unique. Bon, après ça s'est calmé, dès qu'il est sorti de Dragon Gate, il l'a plus utilisé chez New Japan, il l'a plus utilisé chez Lucha Underground. Je me suis dit, c'est bon, le double moonsault, on oublie, et là, bon, t'as un peu plus de hauteur, t'as un peu plus de cage, et encore, sa rotation est pas aussi belle qu'à l'époque, donc quelque part, si t'as connu les double moonsault avant, t'es un poil déçu. Mais bon, voilà, c'est Triple H qui s'est dit, tiens, fais-moi plaisir, fais les deux sauts, là. Ouais, comme ça on va faire NXT, ouais. Triple H, tu vois, t'as pas besoin, tu vois, surtout à ce moment-là du match, t'as pas besoin particulier. Il aurait fait un shooting star, ça aurait popé tout autant. Voilà. Ça aurait peut-être même plus popé, je sais pas. J'en sais rien, il l'a pas fait finalement, donc on verra pas, mais... Voilà, je suis ressorti avec trop plein Et c'est bizarre parce que là, ce soir, j'ai vraiment envie que Survivor Series me donne un meilleur ressenti que ma sortie d'NXT TakeOver. C'est le dosage. Vraiment, vraiment une question de dosage NXT. Là, je trouve que c'est beaucoup de choses. Beaucoup d'informations. Sur un show de moins de 3 heures. C'est dur à bien assimiler. C'est dur dans... C'est-à-dire, je veux pas que WWE, ça a été leur force pendant des années. Parce que tous les mecs sont capables de faire des 4-5 étoiles. Tous, même Ace Slater, il peut te faire ça. J'en suis certain. Mais tout ce qu'il nous faut, la force de WWE pendant des années, ça a été de bien doser les choses. De bien doser, de faire des grandes choses là où c'était le plus pertinent de les faire. Bon, ça se voit moins ces dernières années. Hein, voilà, c'est triste d'ailleurs. Il y a beaucoup de matchs très attendus sur lesquels on va rusher des programmes, tout ça. Enfin bref, c'est encore un autre débat, mais je veux pas qu'NXT devienne l'inverse. C'est-à-dire trop de choses trop cool, parce que ça risque de les banaliser. Ça risque de changer totalement nos attentes vis-à-vis de ce produit, de les mettre à un palier beaucoup trop haut, et de partir dans un délire cérébral. Et c'est d'ailleurs ce qui a couru à l'époque à la perte de TNA, d'en faire trop, tout le temps trop, tu vois. Et le meilleur exemple en soi, le Raw contre l'épisode de TNA Impact du 4 janvier 2010. Trop d'informations, ils veulent rendre les choses beaucoup trop épiques, beaucoup trop uniques, et c'est ça qui les flingue totalement à l'époque. Et pourtant, dans la qualité in-ring, il y avait des choses chez TNA à l'époque qui étaient voilà, équivalentes à ça, tu vois. Sauf que là, c'est avec la production WWE, l'habillage, tout ça, donc ça a l'air encore plus... Mais c'est pas meilleur, c'est pas meilleur en soi. C'est pas du tout meilleur en soi, c'est juste que... C'est mes craintes vis-à-vis de NXT, vraiment. Alors après, vous allez me rassurer, je suis sûr, dans les commentaires en dessous de la page. On verra peut-être ce soir si Norbert et Rabi ont vu NXT TakeOver, ils vous en livreront un léger ressenti. D'ailleurs, rendez-vous, 20h, hein, sur Survivor Series, le super kick-off, Norbert, Rabi. Et puis on aura l'occasion également de revenir dans le détail avec l'équipe de 3CFM, mardi soir, 20h, pour débriefer tout ça, ainsi que sur Survivor Series. Super kick-off, n'oubliez pas, hein, j'en ai parlé hier, on vous fait gagner des cartes pour WWE Supercard. On est sympa, tu vois. C'est les cartes de la nouvelle saison, de la saison 5. Donc vous allez rester avec nous, je vais vous poser une petite question, il va falloir nous répondre par mail à cclcconcours@gmail.com, comme ça vous pouvez déjà noter l'adresse à l'avance, et quand je poserai la question lors du live ce soir à partir de 20h sur CSL Catch, voilà, vous pourrez jouer, tirage au sort, et on révélera le nom du vainqueur à la fin de l'émission. Il nous reste Survivor Series, il nous reste la vie aussi pour s'aimer et se dire je t'aime. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à ce soir, avec Norbert et Rabi, c'était Sturi, ciao bye bye.